Grazie mille per la vostra invitazione. Non sono molto avvezzo con la vostra lingua e farò il mio discorso in francese. Scusi. Merci tout d'abord pour votre invitation. C'est une nouvelle invitation et à chaque fois je me demande jusqu'où on va s'élever puisque la dernière fois c'était au Fort de Barde. Désormais c'est ici. J'ai cru comprendre cependant qu'on allait redescendre l'année prochaine ou dans 2 ans sur le sol, donc ça me permettra de relativiser un peu cette impression de prise de hauteur que l'on m'accorde systématiquement. Alors, je ne sais plus si je dois remercier Roberto Louvain de m'avoir convié à rédiger avec lui cet article. En tout cas, pour la traduction, oui. Pour le travail qui m'a été donné, peut-être beaucoup moins, même si j'y ai pris beaucoup de plaisir. Et je vais essayer de vous donner un aperçu, une synthèse de ce que l'on a pu penser d'une recomposition des frontières sous les effets, justement, des écosystèmes et de faire en sorte que, plutôt que d'avoir des États qui se partageraient un espace, on aurait plutôt un espace sans partage particulier, un patrimoine commun. Cependant, puisque c'est l'objet essentiel de notre propos, on s'interroge sur la frontière en droit, et ici, en droit de l'environnement, ça impose quand même de se demander si la frontière existe véritablement en écologie, si elle a un sens dans l'environnement. En fait, dans la nature, on rencontre plus souvent ce que l'on appelle le domaine vital. Et le domaine vital, c'est la zone qui est utilisée, qui est celle qui est exploitée par un animal, qui est généralement partagée par d'autres espèces qui sont concurrentes ou qui sont non concurrentes. Mais il ne faut pas confondre ce domaine vital avec ce que l'on appelle le territoire. Le territoire, lui, pour l'espèce, est défendu contre l'intrusion de ses congénères. Il y a donc, y compris au sens animal, des frontières, puisque la plupart des animaux marquent leur territoire d'une façon ou d'une autre, définissent un espace avec des limites qu'ils identifient de diverses façons, comme des signaux qui seraient destinés à d'éventuels concurrents, soit déposer des sécrétions de glandes anales sur des pierres ou des souches, soit déposer de l'urine sur des pierres, soit pousser des petits cris, soit frapper sur des arbres, bref, tout un ensemble de signaux qui marquent, même si cela reste des éléments parfois non matériels, mais qui marquent une frontière existante. Et Konrad Lorenz, qui avait beaucoup, célèbre éthologue, qui avait beaucoup réfléchi sur la notion d'agressivité dans le cadre de la frontière, marquait bien l'idée que lorsque 2 adversaires renoncent à s'attaquer, il s'établit une frontière entre 2 territoires qui est exclusivement déterminée par un équilibre des forces. Ce qui rappelle, me semble-t-il, le discours précédemment de nos collègues qui, eux, je crois, visaient l'homme. Ces frontières, donc, naturelles existent puisqu'il y a un territoire. Elles sont matérialisées d'une façon ou d'une autre. Elles sont aussi défendues par des avertissements, par des intimidations, par des poursuites, par des combats, voire des mises à mort de l'intrus ou une occupation du territoire. Et en tout cas, ces frontières sont loin d'être statiques, sont loin d'être fixes. Et la frontière ainsi identifiée ne connaît finalement n'est plus qu'une limite. C'est plus qu'une limite. En fait, c'est une interface. Ce qu'on appelle en écologie un écotone, c'est-à-dire un endroit de rencontre entre des écosystèmes différents avec des liens qu'on pourrait appeler synaptiques, c'est-à-dire avec des ruptures, des passages, des relais, etc., etc. Et bref, des écosystèmes se rencontrent et forment entre eux un écosystème nouveau avec ses caractéristiques particulières, avec une richesse encore plus forte, qui va marquer ce que l'on appelle l'effet lisière. Et donc, il y aura non pas une frontière, mais un espace de transition. Et j'aime beaucoup par rapport au discours qui a été fait tout à l'heure, en anglais, c'est un espace de tension, un espace de tension qui marque cet espace-là. Et donc, finalement, la frontière, c'est un fait scientifique, mais c'est également un fait politique où la nature apparaît instrumentalisée. La limite d'un territoire est d'autant plus lisible et d'autant plus contrôlable qu'elle repose sur un obstacle physique. Refaisons un peu de droit. Grotius, dans son traité du droit de la guerre et de la paix de 1625, distingue 3 types de terres. Il y a celles qui sont limitées par la main de l'homme, il y a celles qui sont renfermées dans une certaine mesure, mais il y a surtout les terres arcifinies, qui sont environnées de bornes naturelles propres à empêcher la course des ennemis. Donc les frontières ne servent qu'aux ennemis, c'est-à-dire des limites naturelles comme les rivières et les montagnes. Mais il y a une différence essentielle entre la montagne et la rivière, c'est que la rivière, si elle sépare, elle rapproche également, notamment au gré de ses divagations, elle modèle les limites, elle met en contact, alors que
la montagne est perçue, elle, comme hostile, comme immuable. Et donc, l'expression frontière naturelle doit être appréhendée avec une certaine réserve. Toute frontière, finalement, relève d'une construction humaine, d'une construction politique, et la frontière naturelle repose sur un déterminisme, sur une prédétermination géographique qu'on pourrait qualifier de providentielle. Sous le prétexte de retenir des limites indiscutables, et même si on le voit, elles peuvent être discutées, parce qu'elles existent finalement de tout temps, ces limites, en réalité, il y a une interprétation qu'on pourrait qualifier de fixiste de la frontière et qui va justifier des guerres pour les fixer, pour les caractériser, pour les maintenir. Et finalement, une ligne de crête n'est en réalité qu'un cadre, qu'un vecteur, qu'un repère, mais pas une condition à l'existence d'une frontière. Une frontière peut en outre n'être qu'administrative ou politique, et ça ne permet pas d'empêcher le passage naturel, qu'il s'agisse de l'eau, de l'air, de la faune, de la flore, etc., etc. Et finalement, ceux qui voudraient considérer les Alpes comme une simple barrière, comme un élément physique de séparation entre des espaces distincts, montrent qu'ils ne connaissent pas la véritable nature de cet espace géographique, de son évolution naturelle qui s'est constituée au fil des siècles, qui a été colonisé, cultivé par des populations qui s'y sont installées et qui forment finalement un ensemble civilisationnel unique et paysager distinct de celui de la plaine. Le regard du spécialiste du droit de l'environnement va s'attarder beaucoup moins sur les césures administratives, sur ce qu'on appelle des circonscriptions, que sur... Il va s'attacher à rechercher des unités systémiques de cet espace. Et finalement, les lignes de séparation sont perçues comme étant contre nature, même si elles reposent sur la nature. Et cela n'est dû finalement qu'à une évolution politique qui a tracé ces éléments au cours des siècles derniers. Et finalement, on se rend compte, en faisant un peu d'historique de ce point de vue-là, que les Alpes occidentales et le Mont Blanc comme massif qui les domine ont partagé au Moyen-Âge des structures politico-administratives unitaires au sein d'un État passeur qui était gouverné par la dynastie savoyarde, qui assurait donc finalement une continuité politique entre le bassin rhodanien et la plaine du Pô. Et donc finalement, les Alpes, au cours des siècles, ont agi comme un agent de connexion, un agent de liaison, et ne sont devenus l'objet et l'instrument du droit qu'en raison de stratégies de contrôle développées par les États modernes. Et finalement, la doctrine de la frontière naturelle fondée sur une idée artificielle et simplificatrice s'est développée à la fin du XVIIIe siècle, à l'époque de la Révolution française. C'est la fameuse idée de la frontière naturelle de la Gaule qui s'est rapidement répandue, renforcée par la conviction, je cite, que les limites de la France sont marquées par la nature, nous les atteindrons aux quatre coins de l'horizon, du côté du Rhin, du côté de l'océan, du côté des Alpes, là où doivent finir les bornes de notre République. Donc finalement, plus on recule les limites, plus on porte loin l'idée de République. Et finalement, cette expression, on en connaît les conséquences. Ça conduit finalement à s'accrocher presque viscéralement sur l'idée d'une crête, sur l'idée d'une ligne de partage. Et après 2 siècles de guerre européenne, où finalement cette notion de ligne reine a été impitoyablement exacerbée par les nationalismes. Mais en revanche, si on renoue avec l'idée de l'Alpe comme terre d'échange, comme lieu de circulation, comme lieu de colportage commercial, comme lieu de migration, aux équilibres naturellement toujours changeants, mais aussi comme lien de transgression spontanée des règles qui sont perçues comme injustes. Les gens de la montagne sont toujours en révolte contre les règles qui viennent de la plaine et préfèrent se fixer les leurs propres. Eh bien finalement, ça apparaît comme une terre de liberté, de refuge pour des pensées irrégulières, pour des pensées peut-être qu'on pourrait qualifier d'hérétiques. Et finalement, si on prend l'ensemble de ces éléments, on se rend compte que notre vision change, que notre vision se rapproche d'une ancienne notion sociobiologique de la frontière qui dépasse la limite. Alors certes, la frontière géométrique, en tant que fonction juridique, fonction de contrôle liée au monopole de l'État, de pouvoir étatique, est hostile à l'osmose. Elle est hostile à cette interpénétration des cultures. Elle persiste encore. Mais on va se rendre compte qu'on peut dépasser ces hégémonies culturelles, d'où notre proposition avec Roberto d'une lecture un peu plus écologique de l'espace autour du Mont Blanc, parce qu'on est finalement convaincu que les écosystèmes, même s'ils ont des frontières, comme je l'ai montré,
sont aussi différents, elles sont plus mobiles, elles sont beaucoup moins traçables que les cartographes, avec plus ou moins d'erreurs, ont pu nous livrer dans leur vision assez plate, assez écrasée finalement du monde. Alors certes, on est bien conscient que les propositions qu'on fait peuvent un peu ébranler les convictions des défenseurs du dogme de la souveraineté, mais on se rend compte que le droit transnational apparaît archaïque. Il apparaît archaïque, pourquoi? Parce qu'en matière d'environnement, en matière climatique, on est beaucoup plus vers des responsabilités partagées, alors que pour des raisons équité, on appelle une responsabilité commune mais différenciée, et on voit se développer toute une série d'éléments, une gouvernance multiniveau qui se développe, et ce qu'on pourrait qualifier d'approche solidaire de l'espace Mont-Blanc. Alors quelques éléments, quelques repères simplement, parce que je crois qu'il ne me reste plus pas beaucoup de temps. Merci Roberto. Il est évident finalement que les flux ne s'opèrent plus à travers des frontières fermées, à travers des marchés fermés, mais qu'il y a une constante circulation à travers des niveaux transnationaux, des niveaux globaux. Ce qui est dû, et peut-être Dieu merci, grâce à cette nouvelle ère d'Anthropocène et à la crise climatique qui oblige finalement à repenser le contenu des règles juridiques, mais aussi la manière dont elles sont produites, et qui provoque une remise en question jusqu'au fondement constitutionnel des systèmes étatiques. Et finalement, le changement de paradigme qui va affecter cette recomposition, cette ou revision des systèmes juridiques, eh bien finalement montre qu'on va avoir un nouvel horizon d'administration participative de ce que nous avons pu, et on va essayer de montrer de quelle façon on arrive à cette perspective-là, finalement une administration participative des biens communs qui est assez propre aux gens de la montagne. On peut en prendre par exemple de ces structures communes, la stratégie pan-européenne de la diversité biologique et paysagère qui prône notamment la gestion efficace d'un réseau écologique pan-européen, donc qui dépasse des frontières. De l'autre côté, la CIPRA, la Convention alpine et son protocole de 2014 sur la protection de la nature et l'entretien des paysages va agréger l'ensemble des éléments. La Convention de Florence va considérer que la protection des paysages ne peut reposer que sur des plans culturels, écologiques, environnementaux et sociaux, mais qui ne peuvent être qu'internationaux de ce point de vue-là. Et si on prend le texte même de la Convention, ils disent que les États s'engagent à encourager la coopération transfrontalière au niveau local comme régional et au besoin à mettre en place des programmes communs de mise en valeur. Alors ici c'est du paysage, mais on pourrait largement l'appliquer, comme elle le fait par la suite, à la biodiversité. Et finalement, le Mont Blanc, dans cette perspective écologique, apparaît comme un véritable point chaud, un hotspot de la biodiversité, soumis à des pressions très rapides, mais qui sont des pressions communes de l'ensemble des États. Et finalement, on est passé d'une diversité qui était purement biologique et finalement, on pourrait presque dire propre à chaque État, puisque les animaux ont souvent leur propre territoire qui est quand même relativement fermé, à des éléments beaucoup plus vastes comme la création d'un paysage qui dépasse largement les frontières. Et puis, il y a un autre élément qui est lié à l'Anthropocène également, dont je ne peux pas ne pas parler, qui est une richesse commune finalement. Et finalement, on se rend compte qu'ils existent alors qu'on les voit toujours, mais parce qu'ils sont en train de disparaître. Je veux parler ici des glaciers qui sont des écosystèmes mourants pour l'essentiel. Et vous savez qu'il y a eu notamment une initiative en Italie qui était extrêmement intéressante. C'était la Legabiente Carovana dell'Alpi, donc qui était une marche funèbre finalement en hommage à 6 glaciers qui étaient en train de disparaître. Le glacier du Pizzol à Saint-Gall, dans le canton de Saint-Gall, a été rayé de la liste des relevés glaciologiques suisses. Bref, vous avez toute une série de disparitions de glaciers pour lesquelles on a nécessairement besoin d'une action collective, et d'autant plus que l'ONU a déclaré l'année 2025 année internationale de la préservation des glaciers. Mais ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas tant comment finalement supprimer l'INUCTA parce qu'on ne fait que le réduire en l'occurrence, mais comme la nature a horreur du vide, c'est d'essayer de voir comment on peut travailler en commun pour au contraire protéger ce qu'on appelle dans le langage scientifique les deiced zones, c'est-à-dire les terres désenglacées, c'est-à-dire ce qu'on appelle les écosystèmes émergents. Donc comment protéger
les nouveaux écosystèmes en train de naître de part et d'autre des territoires, des frontières, sous les effets de la fonte des glaces. Mais je vous renvoie de ce point de vue-là à la lecture d'un superbe numéro de Nature sur la question et de... Voilà. Alors, pour en terminer, donc sur le Mont Blanc, commun des communs finalement, puisque c'est l'idée qu'avait proposé Roberto, je rends à César, qui appartient à Roberto. C'est-à-dire qu'au cours de son histoire millénaire, on se rend compte finalement que la culture de la montagne n'est qu'une culture commune, n'est qu'une culture de mise en commun par l'élément des biens communs. Et on sait que selon les différents territoires, on a inventé des expressions variables, selon que ce soit les Russes, selon que ce soit les bisques, que ce soit les consortages ou d'autres types d'appellations, mais qui restent quand même fondamentalement liées à une idée de collectivisation de la gestion d'un espace avec... Et on en trouve des traces contemporaines, je cite, le souci minutieux d'égalité qui apparaît dans la répartition. Alors à l'époque, c'était des tâches, et puis maintenant, on trouve notamment dans la Société des Guides de Chamonix la répartition des cours en tant que telle. Et finalement, on se rend compte qu'il y a une coopération qu'on pourrait qualifier de naturelle, imposée par la nature des choses. Et donc, apparaît cette notion de bien commun qui repose sur une solidarité obligée, réapparaît. Finalement, plutôt qu'apparaît, ce serait plus juste parce que l'approche excluante qui a eu la propriété depuis la Révolution française a mis finalement de côté la communauté d'intérêt sur un bien sans idée de propriété. Et donc, il faut le réinventer au sens latin du terme, c'est-à-dire le redécouvrir en tant que tel. Et en définitive, et ce sera là, mais hélas, mot de conclusion, cher Roberto, l'idée qu'on peut défendre, c'est qu'il faudrait abandonner une vision qui serait par trop frontalière de la nature pour s'intéresser à la nature comme lien frontalier. Après avoir été un espace de rupture, la frontière apparaît en droit de l'environnement, en tout cas, comme un espace de coopération, mais qui retrouve sa vocation naturelle comme espace de partage et non comme un espace partagé. Merci. Merci Philippe. Et alors,